Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et d'OpenAI qui sort son application officielle. C'est juste après l'intro. C'est parti! Alors les amis, aujourd'hui, on va effectivement commencer avec une actu. Alors, attendez que je... Ouais, mon micro est bien réglé. On va commencer avec une première actu de l'éclaireur Fnac. L'éclaireur Fnac, du coup, qui nous indique que OpenAI et ChatGPT... Enfin, la société OpenAI sort l'application officielle de ChatGPT, application officielle qui débarque sur iPhone et bientôt sur Android. On regardera ça ensemble. Ensuite, on a une date annoncée pour la fin des cookies tiers, puisque on avait vu notamment sur des matinales que l'utilisation de cookies tiers était plus ou moins dans le viseur et qu'il y avait pas mal de tests qui étaient effectués de la part notamment de comment ça s'appelle, je vais y arriver, de Google pour essayer de s'affranchir de ça et de trouver un système un peu moins intrusif, on va dire, et voilà, qui permette de garder un peu plus l'anonymat des utilisateurs. Donc voilà, on va voir ça. En tout cas, une date qui est annoncée de début de transition, on va dire, entre ce système de cookies et le nouveau système de Privacy Sandbox. Ensuite, donc ça c'est un article du blog du modérateur, hein. Ensuite, Presse Citron qui ne digère pas son bannissement et qui contre-attaque. Bon, la semaine dernière, du coup, il n'y avait pas eu de matinale étant donné que qu'il y avait le pont, que c'était férié. Mais pour rappel, l'un des États, alors je ne sais plus exactement lequel c'est, le Montana, voilà. Donc l'un des États des États-Unis a officialisé l'interdiction de TikTok dans son État. Donc ça fait grand bruit parce qu'en fait c'est la première fois qu'un État bannissait de façon ferme et officielle l'utilisation de TikTok. Donc ça fait grand bruit et effectivement là on va voir un peu la réplique, qu'est-ce qui s'est passé du coup, puisque TikTok ne digère pas forcément cette prise de décision. Salut Xavier, comment ça va? Très content de t'accueillir ce matin. Ensuite, donc ça c'est un article de Presse Citron. Ensuite on enchaînera avec un article du blog du modérateur qui nous parle. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de petites actus. Pas forcément, on va pas forcément. Il y en a certains où on passera un petit peu plus vite que d'autres, mais voilà. En tout cas, c'est assez chargé, mais n'ayez pas peur, c'est pas forcément des actus. Des fois, on va pas forcément trop s'y étaler dessus. Donc le blog du modérateur qui nous dit que Google va supprimer des comptes inutilisés, donc tous les comptes liés à Google, du Gmail, du YouTube, etc. Donc voilà, sachez que si vous avez des comptes inactifs ou autres, je vous indiquerai ce qu'il faut faire pour éviter de vous le faire supprimer. On y reviendra dessus. Ensuite, un article des numériques, les numériques du coup, qui nous annonce que le permis de conduire est la prochaine cible, on va dire, de l'État au niveau dématérialisation, puisqu'on avait déjà vu que la carte d'identité et la carte vitale allaient être dématérialisées. Et du coup, maintenant, c'est au tour du permis de conduire, ça a été annoncé. Donc, on reviendra là-dessus. WhatsApp également, avec le blog du modérateur WhatsApp, vous pouvez désormais modifier vos messages après envoi. Ça, c'est une feature qui était très très attendue. Donc voilà, ça a été officialisé. Après, on parlera aussi d'un article de ZDNet, le Privacy Shield. Donc en fait, Meta qui a été condamné à une amende record, 1,2 milliard d'euros en Europe. Par l'agence de protection irlandaise. On regardera ça ensemble. Et puis on terminera sur les choses un petit peu plus légères. Je ne sais pas si vous saviez, mais Numérama nous annonce effectivement que le Vatican se lance dans le métaverse et les NFT. On regardera ça ensemble, c'est assez rigolo. Et puis on terminera par une petite démo d'une évolution d'un plugin, du plugin Lottie, que vous connaissez ou pas. Le plugin Lottie qui permet en fait... Lottie, ça vous permet à la base de faire des animations, on va dire, motion en After Effects, et ensuite de les transvaser directement pour les exporter pour du web. Et donc là, ils ont rajouté une nouvelle feature plutôt intéressante sur leur plugin Figma, donc on en fera le test. Voilà un peu pour le programme, assez chargé les amis, j'espère qu'on aura le temps de tout voir, mais il y en a certains où ça ira un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte dans le chat?
Ah oui, effectivement, Xavier qui sera là normalement la semaine prochaine, donc au Web Today. Semaine prochaine, évidemment, du coup, ben, pas de chat, puisque pas de stream, vu qu'on sera du coup à l'événement des Web Today de Nantes, on l'avait déjà dit. Donc voilà, du coup on s'y verra là-bas et il y a notamment Xavier qui sera présent. Donc ça va être très très cool de se voir tous IRL et pouvoir discuter, écouter des conférences hyper intéressantes et autres. Donc ça va être sympa. Donc les Web Today, si jamais vous n'étiez pas au courant, qui sont un événement en fait qui a lieu à Nantes. En tout cas cette année c'est à Nantes et c'est un festival on va dire, donc beaucoup de conventions, beaucoup voilà, d'interventions et de talks sur les thématiques du web. Et donc ça a lieu la semaine prochaine, ça a lieu à partir de mercredi. C'est mercredi, jeudi, vendredi si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous avez des conférences un peu sur tout. Évidemment, ça va être pas mal, je pense, alimenté par les sujets du moment que sont l'IA et autres, l'IA, le no-code, etc., etc. Mais pas que, c'est vraiment tout autour de la partie web. Donc vous voyez, du design, de l'éco-conception, voilà, un peu de tout, quoi. Voilà, du serverless, des apps mobiles, et voilà, un peu d'RH aussi, je crois. Enfin, il y a vraiment de tout ce qui touche, toutes les thématiques que vous pouvez retrouver dans le monde du web et qui sont en fait plus. Enfin, c'est vraiment la ligne éditoriale d'ailleurs de Déclic, donc clairement, ça va être un chouette event, je pense. Et boire des bières ou autres sans alcool, évidemment. Évidemment. Alors, on commence du coup avec le premier article, premier article de l'éclaireur Fnac qui nous annonce que OpenAI sort l'application officielle de ChatGPT. Sur iPhone et bientôt sur Android. Donc on a déjà quelques petites captures, des petits aperçus de ce que ça va donner. Alors je lis rapidement du coup l'article. OpenAI vient d'annoncer la nouvelle. L'application officielle de son ChatGPT a fait son apparition sur l'App Store d'Apple. Alors que ChatGPT était accessible depuis le départ sur les navigateurs mobiles de nos smartphones, une application native était-elle vraiment nécessaire? Ça c'est la question que pose du coup l'éclaireur Fnac. Pour vous en convaincre, attrapez votre iPhone et allez donc faire un tour du côté du classement des applications les plus téléchargées dans la rubrique productivité de l'App Store d'Apple. Vous verrez que les clones occupent la majeure partie du classement, donc sous-entendu des clones de ChatGPT, des gens qui auraient fait des interfaces pour pouvoir utiliser ChatGPT. Et donc OpenAI vient effectivement leur couper l'herbe sous le pied en proposant enfin officiellement son application ChatGPT. Et comme toujours avec cette société, ce sont d'abord les États-Unis qui seront servis en premier, donc ça sert à rien d'aller voir maintenant puisque de toute façon c'est pas encore dispo en France, en Europe de façon globale si vous êtes en Suisse ou autre. Donc les autres continents devront attendre des déploiements par vague sans plus de précision. Donc là on a des petites captures. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà. Bon, au niveau interface, c'est assez épuré, assez proche de ce qu'on connaît déjà, hein. Ça fait un peu comme si on reprenait l'interface, mais que c'était vraiment Optime mobile. Donc bon, il n'y a rien non plus de foufou. En revanche, là où ça peut être intéressant, il parle d'une nouvelle fonction Whisper pour parler à l'iPhone. Donc Whisper, c'est la fonction vocale, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. L'application n'est pas seulement une adaptation de la version web, elle propose en effet plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui devraient la rendre beaucoup plus agréable à utiliser que la version web mobile. Bien sûr, cette application reste gratuite et votre historique est synchronisé, mais surtout l'appli intègre également Whisper, le système de reconnaissance vocale open source d'OpenAI, permettant ainsi une saisie vocale. Cette fonctionnalité devrait se montrer particulièrement utile pour ceux qui préfèrent parler plutôt que taper du texte, sous-entendu évidemment, offrant ainsi une plus grande facilité d'utilisation et une meilleure accessibilité, d'autant qu'elle semble être particulièrement efficace après les nombreux retours des premiers utilisateurs américains. Donc il y a déjà effectivement pas mal d'Américains qui ont pu tester vu que c'est accessible. Et qui ont fait des retours plutôt positifs sur son utilisation. Hop. Attendez, j'ai une petite manip à faire avant de poursuivre. Tac. Voilà.
Donc des retours plutôt positifs, voilà, une fonction, parce que je pense que la fonction effectivement vocale, au-delà de devoir taper, le fait qu'on soit sur mobile favorise du coup pas mal le fait de pouvoir utiliser la fonction vocale et du coup être un peu plus, avoir quelque chose d'un petit peu plus pratique. Je sais que vous avez parlé notamment avec Benoît, qui testait une application qui permettait en fait de transcrire en fait, enfin c'est sur WhatsApp et je me souviens plus du nom. Si tu l'as Benoît d'ailleurs, ça m'intéresse bien, je me souviens plus trop. C'est une appli qui vous permet de façon vocale de dicter en fait un peu votre prompt, de dire rédige-moi ceci cela, et ça vous transforme directement en fait ce que vous racontez en post LinkedIn totalement charté LinkedIn, enfin vraiment dans les codes, etc. Et donc c'est très très pratique parce que ça vous évite d'avoir à taper un prompt de 3 bornes à la main, et c'est un peu compliqué si jamais on doit le faire en termes du X. Donc là, la fonction vocale, je pense que pour le coup, ça c'est quelque chose qui peut vraiment faire pencher la balance sur le fait de l'utiliser plus sur un smartphone que sur la version web. Ensuite, autre chose qui est soulevée par l'éclair Fnac. Hello Margot, comment ça va? Coucou à toi, content de t'accueillir ce matin. Quid de la navigation web et des plugins pour ChatGPT+, puisque, comme vous le savez peut-être, les utilisateurs de ChatGPT+, peuvent bénéficier, alors moi je ne l'ai pas testé à titre perso, mais bénéficient du coup de cette nouvelle fonctionnalité que sont les plugins, qui du coup permettent en fait d'utiliser de la donnée extérieure, puisque ChatGPT, le problème de ChatGPT, c'était que c'était hyper statique. Toutes les données qui étaient remontées étaient basées sur une base de données qui était figée à 2021, il me semble, enfin 2021 et antérieur, mais tout ce qui était après 2021, ils ne connaissaient pas. Et puis il y a une nouvelle fonctionnalité que sont les plugins, où en fait OpenAI a ouvert ChatGPT à des partenaires. Donc c'est pas ouvert à tout le monde. Pour moi c'est qu'une liste assez courte de sociétés, de marques avec qui ils sont en partenariat, mais qui permettait au moins de montrer que techniquement il était possible avec ChatGPT d'aller chercher de la data aussi sur Internet. Et donc du coup, quid un peu de l'utilisation effectivement de ces plugins-là. Et donc ce que dit l'article, c'est que les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT... les utilisations de la version gratuite de ChatGPT, celles qui fonctionnent avec le modèle GPT 3.5, retrouveront la même expérience que celle connue qu'ils ont connue jusqu'ici, mais par contre, les abonnés à ChatGPT+, qui pourront effectivement retrouver le modèle GPT-4, donc c'est le modèle de langage un peu plus évolué, la version 4, via cette nouvelle application. Donc sur ça, il n'y aura pas de changement, mais par contre, ils ne pourront pas accéder pour le moment aux dernières fonctions déployées pour eux, pour ces utilisateurs ChatGPT+, à savoir la connexion à Internet de l'intelligence artificielle et l'utilisation de plugins. Du moins pas directement. En effet, il est possible de démarrer une nouvelle conversation depuis la nouvelle... Il est impossible de démarrer une nouvelle conversation depuis la nouvelle application avec ses fonctionnalités. En revanche, ceux qui ont lancé une conversation depuis le site web en faisant appel à un plugin ou à la capacité de naviguer sur Internet de GPT-4 pourront continuer sur l'application iOS depuis l'historique des échanges antérieur. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors est-ce que c'est une limitation technique, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais si jamais par exemple vous êtes utilisateur GPT+, donc que vous payez, vous êtes utilisateur premium on va dire, vous avez accès au plugin et donc votre ChatGPT peut aller chercher de la donnée sur Internet. En revanche, vous ne pouvez démarrer une conversation que sur la version web, pas depuis l'application mobile. Par contre, si vous avez démarré sur le site web, vous avez démarré une conversation qui utilise les plugins, vous pouvez la poursuivre sur téléphone. Donc c'est certainement pour des raisons techniques, je sais pas, ils n'ont pas encore pu déclencher ça, mais voilà, donc ça c'est un côté pas trop pratique, parce que ça voudrait dire qu'il faut commencer la conversation sur la version web et la poursuivre sur le téléphone, c'est pas terrible. Donc après, si vous n'avez pas nécessité d'avoir les plugins, là pour le coup ça va rien vous changer, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités classiques depuis le téléphone. Salut Timmy, comment ça va? Content de t'accueillir ce matin. Ça fait quelques temps en plus. C'est vrai qu'avec ce week-end long, ça a été une grosse coupure. Donc voilà, content de te retrouver également.
Voilà, donc c'est ce qu'ils disaient. Espérons qu'OpenAI aura corrigé le tir d'ici la sortie en France. Et alors, qu'est-ce qu'il en est d'Android pour le coup? Donc, enfin, OpenAI se prépare aussi à lancer une application ChatGPT pour Android bientôt. Voilà, c'est un peu là, c'est ce qu'ils disent, hein, mais sans donner de date précise. Pour eux, comme pour les utilisateurs d'iPhone en France, il faudra toujours passer par le site dédié pour accéder au chatbot ou encore utiliser l'appli mobile de Bing qui intègre un chatbot à base de GPT-4. Donc Bing qui est le navigateur de Microsoft et qui a effectivement une application mobile dédiée et qui permettrait d'accéder à cette fonctionnalité de chatbot. Voilà un petit peu pour cette news. Donc très très curieux de voir ce que ça va donner le côté vocal, parce que je sais que effectivement en termes d'expérience utilisation, Benoît m'avait fait de très très bons retours sur le fait comme ça de dicter de façon vocale. Typiquement lui c'était sur WhatsApp, de dicter des prompts en fait en vocal, de lui demander fais ci, fais ça, et hop, tout est converti un peu à la volée, c'est vachement plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc voilà. Mais oui, moi, je suis perturbé aussi avec ces jours fériés, nous dit Timmy. Ouais, c'est pas. Là, on arrive un petit peu sur la fin, donc on va pouvoir reprendre un peu notre rythme habituel. Mais effectivement, c'est le week-end. Là, puis là, 4 jours de coupure, ça. Enfin, après, ça dépend des gens, hein, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas fait le pont. Mais moi, je sais que j'ai pris un jour, effectivement, du vendredi, et ça fait un sacré pont. Est-ce que vous, au quotidien, du coup, vous l'utilisez ou pas, ChatGPT? Quelles sont vos utilisations concrètes de cet outil? À titre perso, je sais que je m'en sers moi plus, enfin, à titre perso, plus à titre pro, je m'en sers pas mal. Hello, boîte Twitch, salut à toi. Je m'en sers pas mal, moi, plus pour la partie création de contenu, notamment quand je dois faire des résumés d'articles, moi, essentiellement. Je plug ça avec un outil no-code, voilà, type Make ou autre, et qui me permet d'aller en fait chercher des articles, par exemple, que j'aurais mis de côté pour la matinale, et d'en faire un petit résumé pour pouvoir faire un post sur les réseaux sociaux, par exemple. Hyper pratique. Après, moi, perso, en termes d'efficience, je trouve que quand même j'ai souvent à redire. Alors est-ce que c'est mes prompts qui sont pas assez efficaces? Est-ce que voilà, je sais pas. Et puis moi je suis en version gratuite, donc enfin gratuite. Je suis pas sur la version plus. Par contre je paye dans le sens où ça passe par les API. Franchement il y a des fois ça fait à peu près le boulot, mais il y a des fois c'est pas foufou. Alors ce que j'ai découvert aussi suite à une conversation avec Xavier justement ici présent dans le chat, et que je n'avais jamais compris pour vous dire comment le truc est fort, c'est que y a effectivement par essence aucune connexion Internet. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je lui demandais d'aller résumer un article sur une URL que je lui donnais. Et en fait, il me dit, mais le truc, c'est que ça se base en fait sur l'URL et ça interprète. Et donc, ça, disons que ça, c'est un peu de la magie noire pour nous de savoir comment est-ce qu'il est capable, sans se connecter à Internet, de faire le résumé d'un article. Et pourtant, ça fonctionne. Je peux vous assurer, je lui file une URL, je lui dis tel article sur telle URL qui est sorti genre il y a 2 jours, quoi. Enfin, c'est des articles tout frais. Et il arrive à peu près à nous faire un résumé. Donc, est-ce qu'il arrive à capter le sujet par rapport au nom de l'URL et à l'interpréter? Je sais pas, mais si c'est le cas, c'est hyper fort parce qu'il y a des trucs, je sais pas comment ils font, c'est un peu de la magie noire. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des fois, je suis pas trop content des résumés d'articles, mais en se basant uniquement sur une URL, ça reste quand même très très fort, quoi. Donc voilà. Xavier qui dit j'utilise tous les jours. Oh ben ça m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de toi. J'imagine que toi tu l'utilises dans le cadre d'automatisation ou autre, je suppose. On va dire bois. Bois, ça se dit. Bois Twitch, bois. J'utilise tous les jours pour de l'admin réseau, du dev et des recherches tous les jours. Ah, donc toi tu l'utilises comme une alternative à Google du coup. Ça c'est intéressant. Moi je l'ai peu fait ça encore parce que déjà l'habitude de Google et puis je sais pas, le fait que je me dis des fois ça peut être un peu erroné ou autre. J'ai pas encore passé le cap psychologique. Par contre c'est intéressant pour du dev et de l'admin réseau. C'est-à-dire que typiquement tu vas rechercher des bouts de code, des snippets, des trucs comme ça. Je sais que j'ai lu là il y a pas très longtemps justement que Bard, donc le concurrent côté Google, dans sa nouvelle version, c'est ce qu'ils ont annoncé un peu dans
dans leur dernière convention, la Google I.O., ils avaient beaucoup amélioré justement ce côté développeur, parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient des snippets, des petits codes, des bouts de code en Python ou autre, et qu'ils avaient beaucoup focus aussi là-dessus. Et que Bard, là, dans la version qui est en train d'être déployée, va être vraiment beaucoup plus puissant à ce niveau-là, quoi. Salut Blas24, salut, comment tu vas? Timmy qui dit: je l'utilise pas mal pour des tips rapides, ça évite de chercher sur Google. Pour rédiger des posts Insta, LinkedIn, ouais. Pour la création de contenu, c'est juste fou. C'est assez fou parce que ça nous prémâche le travail et c'est assez dingue comment ça peut être pertinent. Reformuler des mails pro, remplacer mon lorem ipsum sur des maquettes. Ah oui, c'est pas mal ça. Remplacer, oui, c'est-à-dire que tu fais tes maquettes sur Figma et tu peux effectivement, à la place de mettre du lorem ipsum, lui dire d'aller générer, je sais pas moi, des noms. Si jamais tu as une partie équipe, par exemple, tu vas mettre des faux noms ou des choses comme ça. Ça peut être bien ça, ouais, effectivement. Bois qui met: j'utilise plus Google. J'utilise plus. Alors, plus ou plus? Je pense que ça va être plus. Je n'utilise plus Google. J'utilise OpenAI et Bing. D'accord, donc OpenAI et Bing 100%. Je fais partie des gens qui ont été convertis par cette vague-là. Bah, c'est cool. C'est cool. Bing, j'avoue que moi, j'ai pas trop compris. Hello Ryan, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. J'ai pas encore testé à titre perso, donc j'ai du mal à capter un peu la plus-value. Pourquoi est-ce que vous allez sur Bing? Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'ils ont ajouté ce petit module d'IA? Mais j'ai pas bien pigé, moi, à titre perso, encore la plus-value. Après, voilà, je suis assez... étant développeur web, j'ai assez une mauvaise image, on va dire, des moteurs de recherche sortis par Microsoft, que ce soit Internet Explorer ou autre. En général, on l'associe pas forcément à un bon truc. Donc je suis peut-être un peu biaisé par rapport à ça. Xavier qui naît, mais pour du debug, de l'automatisation, de la computer vision. Qu'est-ce que c'est que la computer vision? Attends, faut que je regarde ça. Bref, je suis en R&D permanent. Hier, il m'a fait découvrir un attribut HTML on wheel. Ah ouais. Ah ouais. Effectivement, il va te générer des bouts de code et tu vas peut-être avoir des petites surprises. Alors, computer vision. Vision par ordinateur. La vision par ordinateur est un domaine scientifique et une branche de l'intelligence artificielle qui traite de la façon dont les ordinateurs peuvent acquérir une compréhension de haut niveau à partir d'images ou de vision numérique. D'accord. Ah, donc en gros, c'est tu filmes une image et tu analyses l'image, c'est ça l'idée, quoi. Hello, Clara Loulette, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Salut. Tac. Honnêtement, alors, on a... Atomistic qui est là. Bonjour, je suis un peu en retard. Vous avez parlé quoi? Salut Atomistic, comment ça va? Alors, on est sur la première article. On a parlé d'un article de l'éclaireur Fnac. Je te montre ça vite fait. Apparemment, donc, ça a été officialisé. OpenAI va sortir son application ChatGPT sur iPhone et bientôt sur Android. Pas encore en France, comme d'habitude, ils testent d'abord aux États-Unis. Mais voilà, ça va être disponible. Et alors là où c'est intéressant, en fait, c'est de la fonction Whisper. Donc, il va y avoir... tu vas pouvoir en fait utiliser ChatGPT et générer des prompts à partir d'une commande vocale. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va être assez intéressant. Après, il y a quand même quelques limites pour le moment. Comme je te l'ai dit, d'abord, ils testent aux États-Unis, pas encore en France, pas encore en Europe de façon globale, mais ça va venir. Et puis également, autre limite, c'est si tu es en version premium, ChatGPT+, tu n'as pas accès directement au plugin. Du moins, il faut que tu commences ta conversation sur la version web. Et là, tu pourras accéder aux fonctionnalités des plugins, mais tu ne peux pas démarrer une conversation avec les plugins ChatGPT depuis ton téléphone. Donc, je pense que c'est plus ou moins une limite technique et ça va être réparé certainement assez rapidement. Bois qui met honnêtement l'utilisation que du moteur de recherche Bing, c'est nul, mais l'utilisation de l'IA est très bien. D'accord, donc c'est vraiment purement pour la fonction IA que du coup tu as basculé dessus. Ok. Ce qui veut dire que demain, là, tu vois, quand nous on avait fait le test on a regardé un peu, c'était donc il y a 15 jours, quand la Google I.O. est sortie, on a testé, on a vu des aperçus de ce qu'allait être le moteur de recherche Google avec l'intégration de l'IA. Et donc potentiellement c'est quelque chose qui peut t'intéresser toi, je suppose. Et donc effectivement l'expérience de recherche est totalement autre, notamment quand tu vas faire des recherches d'articles pour de l'achat, ce genre de truc, où vraiment là pour le coup ils ont complètement changé l'UX. Et d'ailleurs on s'est posé la question,
je sais plus avec qui j'en ai parlé, où en gros, bah, tu vas avoir ton moteur de recherche classique, et en dessous, tu vas avoir une grosse partie dédiée à l'IA, et genre, en fait, tous les résultats, tout le SEO qui a été travaillé depuis des années par certains sites, bah, c'est un peu biaisé, parce que du coup, tu vas avoir ta barre de moteur de recherche, en dessous, tu as un gros pavé, et après, tu vas commencer à voir les premiers résultats. Donc, je sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais c'est vrai que ça va être un peu... je pense que ça va avoir des impacts un peu justement en termes de SEO. Voilà, tous les gens qui apparaîtront en premier, qui auront ranké les premiers, bah, ils risquent d'être un peu biaisés, quoi. Je lis vos commentaires. Blast qui met, j'utilise Bing GPT pour me faire un résumé d'article et ensuite le filer à GPT pour mes messages de prospection. D'accord. Résumé d'entreprise. Alors attends, parce que tu me parles de Bing GPT et après tu le files à GPT. Alors, je vois pas trop la différence, je sais pas si t'as oublié une partie. Hello Clara Loulette, bienvenue à toi. Merci d'être avec nous du coup. Premier message sur le chat. Une image pour... Ouais, ok, j'ai compris, Xav, ouais. Sans avoir accès à source... D'accord, ok. Mais je connaissais pas ce domaine de l'IA. Enfin, je savais pas que ça avait ce nom-là. Coucou Alexis, bienvenue à toi. Comment ça va ce matin? J'ai hâte de tester Bard. Ouais, pareil. On est nombreux à vouloir le tester et il me tarde bien aussi. Alors, on va enchaîner du coup sur l'article suivant du blog du modérateur qui nous parle de la fin des cookies tiers en 2024. Donc on en avait parlé un petit peu, on avait abordé le sujet. Là pour le coup, on a une date. Donc effectivement, l'utilisation des cookies qui devrait être... merci, Galpamor, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Qui devrait du coup se faire de façon assez progressive. Donc les cookies tiers, pour information, c'est ce qui était utilisé, c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui pour notamment des fois à des fins publicitaires ou autres. Voyez-le comme un petit fichier qu'on va écrire sur votre ordinateur que vous allez garder et qui donne un certain nombre d'informations sur vos visites, sur internet, ce que vous êtes allé voir, les sites, etc. Et ça permet également de vous traquer potentiellement et de vous pousser des publicités en rapport avec vos centres d'intérêt. Je grossis le truc, ne m'en voulez pas, mais c'est pour expliquer un peu le concept. Sauf que du coup, tout ça a été un petit peu remis en question. Et il y a beaucoup d'organismes type Arcom, ce genre de choses. Alors je ne sais plus si eux y étaient dedans, mais vous voyez des organismes, on va dire, qui défendent un peu les droits des utilisateurs et le droit à la vie privée, qui ont poussé notamment Google à essayer de trouver des alternatives pour supprimer ce système de cookies tiers, un peu trop intrusif et pas assez anonymisant, on va dire. Et donc ils ont fait pas mal de tests Google et ils ont sorti ce système, donc la Privacy Sandbox, qui sera une nouvelle API auquel vous pourrez avoir accès. Et donc là, ils ont annoncé enfin une date justement de début, on va dire, de transition et qui devrait se faire de façon progressive. Donc l'article nous dit, en 2020, Google a annoncé la suppression des cookies tiers qui permettent aux professionnels de la publicité de récolter des données relatives aux internautes grâce à des traceurs intégrés au site. Initialement prévue pour 2022, la fin de cookies tiers a été repoussée à 2 reprises. Dans un blog post, Google communique les prochaines étapes de cette démarche qui représente une évolution majeure dans les méthodes de récolte de données. Après plusieurs reports, la fin des cookies tiers semble désormais imminente. Toutefois, Google souligne l'importance d'accorder une transition progressive aux annonceurs. Ainsi, au premier trimestre de 2024, les cookies tiers seront supprimés pour 1% des utilisateurs de Chrome. Selon Google, cette mesure aidera les développeurs à mener des expériences en conditions réelles pour évaluer l'état de préparation et l'efficacité de leurs produits sans cookies tiers. Puisque jusqu'à présent, en fait, ils ont déjà fait des tests, mais ça restait de l'ordre de l'expérimental. Et maintenant, il faut essayer de faire ça un peu en conditions réelles, avoir des retours. Donc, ils commencent un peu tranquillou avec 1% des utilisateurs de Chrome. Pour ceux qui souhaiteraient anticiper ces changements au plus tôt, Google permettra également de simuler la fin des cookies tiers dès le 4e trimestre. Alors est-ce que ça va être via la console ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura la possibilité de tester ça pour essayer d'anticiper un peu cette transition. Pour permettre aux annonceurs de faire face à la suppression des cookies tiers, Google a annoncé déployer dès 2021 Privacy Sandbox, un ensemble de technologies conçues pour proposer de nouvelles méthodes de ciblage plus respectueuses de la confidentialité des utilisateurs.
Durant l'année 2022, des API de Privacy Sandbox en phase de test ont été mis à disposition de quelques développeurs. À partir de juillet prochain, ces API seront disponibles pour tous les utilisateurs de Chrome. L'objectif de la firme est de donner l'occasion aux professionnels de se familiariser avec ces outils qui permettent d'effectuer des tests de trafic à grande échelle afin de faciliter la transition vers les cookies tiers. Voilà. Donc voilà, ils disent qu'en gros qu'ils vont pas apporter de changements très significatifs à l'API, donc ça veut dire que c'est déjà bien en place. Hein. Hello Kirot Dev, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Google rappelle que cette démarche est réalisée sous la supervision de l'autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, la CMA, avec qui un accord a été conclu. Donc vous voyez, je pense que c'est un peu l'équivalent de l'ARCOM en France. De manière générale, la firme tend à s'entourer de nombreux acteurs du secteur, des développeurs, éditeurs, spécialistes du marketing, World Wide Web Consortium, dans le développement de la Privacy Sandbox. Donc ils essayent de faire ça vraiment intelligemment avec d'autres personnes, etc., etc. Tu peux tester Google Bard via un VPN. Oui, je me doute. je me doute bien, Kerot. Merci beaucoup pour le petit tips. Mais voilà, le truc, c'est que pour le moment... Moi déjà, à titre perso, l'utilisation de ChatGPT me suffit. Et Bard, voilà, j'attends de voir ce que ça donne, mais de ce que j'en ai lu, si tu veux, pour le moment, j'ai l'impression que, en gros, ils ont rattrapé plus ou moins leur retard par rapport à ChatGPT, mais ils n'ont pas non plus... Il n'y a rien de révolutionnaire pour l'instant, donc moi, je suis pressé de savoir, en gros, est-ce qu'ils vont arriver à rattraper leur retard, mais après, en soi, sur l'utilisation dans mon quotidien, pour le moment, ChatGPT me suffit largement, quoi. Alors du coup, ouais, donc ce qu'indique l'article, effectivement, c'est que de manière générale, la firme s'entoure un peu des acteurs du secteur dans le but de développer cette Privacy Sandbox, notamment suite aux déceptions engendrées par la méthode FLOC, FLOC, la première proposition de Google pour remplacer les cookies tiers. Donc il y avait déjà eu des tests, mais qui ont été un peu, voilà, qui ont été assez déceptifs, quoi. Un calendrier public permet de suivre les différentes phases et différents stades du processus de développement. Donc vous avez ici... ah ben ça ne marche pas. Ah, hier j'avais testé, pourtant ça fonctionnait bien. Voilà. Donc vous avez ici une roadmap un peu du déploiement de cette fameuse sandbox. Privacy Sandbox. Les propositions qui sont intégrées sont élaborées dans le cadre de forums publics en collaboration avec des membres de l'industrie. Donc si jamais, je vous le mets là. Tac, voilà, vous pourrez aller voir ça. Boîte Twitch qui met exact. Je suis sur Bard via un VPN à New York. Ok. Kirot, oui, assez d'accord, je continue. Sur ChatGPT également, c'est plutôt le côté temps réel, car connecté, qui est top, et donné à jour. Et oui, je me doute. Ah oui, effectivement. Bon, après, je pense que ça, tu vois, ils vont probablement... je pense qu'ils vont probablement combler un peu ça au fur et à mesure. En fait, le côté temps réel, ils expliquent aussi ça, c'est pas qu'une limite technique, c'est pas que le fait de dire on y arrive ou pas. C'était aussi un choix stratégique, en fait, de leur part, pour essayer d'être pertinent et d'avoir un bot qui soit efficace. Parce que si tu dois par exemple permettre à ton bot de parler convenablement, d'être efficace et d'être sensé, etc., c'est beaucoup plus simple si tu le fais sur une base de données qui est figée que sur de la donnée fraîche temps réel et sans arrêt, en fait, tu vois, voilà, c'était ça aussi le but, c'était de se dire, essayons de nous focus sur une base de données bien précise et de faire le meilleur bot, on va dire, possible avec ça, sans se rajouter la contrainte du temps réel. Mais je pense que là, tu vois, notamment avec l'utilisation des plugins et tout, ça va petit à petit disparaître, cette limite de temps réel, et je trouve ça très intelligent de leur part parce que c'est très progressif justement en passant par ce système de plugins, et en plus de ça c'est très engageant parce que du coup il y a plein d'entreprises avec qui ils vont collaborer, avec qui ils auront des gros retours d'expérience, et donc voilà, moi je trouve honnêtement qu'ils sont ultra intelligents dans leur démarche. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est ultra intelligent, et donc Bard et Google, je suis curieux aussi, mais vraiment depuis le début, et c'est la première fois, j'ai l'impression que Google est dépassé et que c'est un peu leur... ils essayent de faire du mieux qu'ils puissent, mais c'est un peu l'état d'urgence, quoi. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est un peu mon ressenti. Voilà pour cet article du coup du blog du modérateur, fin des cookies tiers du coup 2024, et on va démarrer petit à petit de façon progressive, premier trimestre, pour basculer dans un monde sans cookies tiers.
On enchaîne les amis. On enchaîne rapidement du coup avec un autre article. Je sais pas si on aura le temps de tout lire aujourd'hui. C'est pas grave, je garderai quelques articles pour la prochaine fois. On va enchaîner du coup avec un article de Presse Citron qui nous parle effectivement de TikTok qui ne digère pas son bannissement et qui contre-attaque. Donc ça, je sais pas si vous avez vu passer, puisque comme je vous l'ai dit, donc la semaine dernière, on n'a pas stream du fait que c'était férié, mais il s'est passé quelque chose d'assez symbolique, une vraie étape, je pense, dans la guéguerre, on va dire, entre TikTok et les États-Unis. Il s'avère que l'État du Montana, qui est donc l'un des États des États-Unis, a fait interdire TikTok, purement et simplement, de façon officielle. Et même s'il y avait beaucoup de menaces qui étaient brandies, etc., là on a passé un certain step, puisque jusqu'à présent, aucun État dans le monde, j'ai même pas souvenir, même pas souvenir qu'il y ait des cas de certains réseaux sociaux qui étaient bannis par des pays, hormis peut-être des pays type, comment dirais-je, des pays, comment je pourrais dire, dictatorial, vous savez, voilà, type, je sais pas, à part ça, en règle générale, en Europe ou aux États-Unis, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des interdictions comme ça. L'Inde, tu dis Olivier, peut-être. Ils auraient interdit. Ah oui, mais ils avaient déjà interdit TikTok. Bon, enfin, en tout cas, il y avait très très peu de pays qui étaient vraiment passés à l'acte. Et là, c'est assez significatif puisque c'est un pays des États-Unis quand même. Ouais, pays autoritaire, on peut dire ça en quelque sorte. Et là, c'est assez significatif puisque c'est un pays des États-Unis, donc enfin un État des États-Unis, donc très très symbolique et donc ça fait vraiment parler. Donc du coup, aujourd'hui TikTok ils préparent un petit peu leur contre-attaque puisque ça va être un genre de bataille judiciaire qui va s'engager. Donc l'article de Presse Citron dit ceci. En avril dernier, l'État du Montana avait beaucoup fait parler de lui en décidant le bannissement de TikTok à compter du 1er janvier 2024. Pour justifier sa décision, les dirigeants affirmaient que cette plateforme met en danger la santé de ses utilisateurs ou encore que les données privées des citoyens sont récupérées par le Parti communiste chinois, entre parenthèses, sans preuve formelle à ce sujet. Ça reste hypothétique. Donc les arguments de TikTok, la contre-attaque n'a pas tardé et le service vient de porter plainte contre cet État fédéré américain. S'il n'est pas certain de gagner, cela devrait en tout cas permettre de retarder l'application du texte, d'après les informations du Washington Post. Dans le détail, TikTok reproche au projet adopté de contrevenir à la Constitution des États-Unis, notamment concernant le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. De même, l'argument de la sécurité nationale n'est pas recevable selon ByteDance. Donc ByteDance, c'est le groupe qui gère effectivement TikTok, qui détient TikTok. Et donc, selon eux, l'argument de la sécurité nationale n'est pas recevable, car cela relève de l'État fédéral et non pas du Montana. Donc selon eux, tout ce qui est question de sécurité nationale devrait être géré par les États-Unis eux-mêmes, et donc le gouvernement actuellement en place, plus que je dirais de l'État du Montana en lui-même. Enfin, TikTok déplore un traitement partial, car la loi s'en prend à lui, mais pas à ses rivaux. Et donc, on a une citation qui dit « Au lieu de réguler les réseaux sociaux en général, la loi bannit TikTok et seulement TikTok pour des raisons punitives, fondées sur des inquiétudes spéculatives au sujet de la sécurité des données et de la modération des contenus. » Fin de citation. Donc, ce qu'ils disent, c'est « Ok, mais si effectivement, nous, on est dangereux pour la santé, on peut récolter des données, enfin, en gros, tout ce que vous nous opposez aujourd'hui comme argument, ben ok, mais alors faites-le avec tout le monde. Faites-le avec Facebook, faites-le avec Meta de façon globale, Instagram, WhatsApp, etc. Faites-le avec Twitter, voilà. Sauf que, comme vous le savez, évidemment, tous les autres, ce sont des réseaux sociaux qui ont leur siège aux États-Unis, donc c'est un petit peu différent. Donc ça fait partie un peu des arguments forts qui sont brandis par ByteDance. Pour l'aider dans son combat, le service pourrait notamment compter sur une partie des élus démocrates et des associations de défense des libertés individuelles qui déplorent une censure de la part des autorités. Pour autant, de nombreux représentants de tous bords songent très sérieusement à une interdiction globale de TikTok aux États-Unis. De son côté, Joe Biden, donc le président actuel des États-Unis, semble plutôt hésitant sur ce dossier.
Certains membres de son administration ont toutefois plaidé pour une vente de l'entité TikTok américaine par ByteDance afin de répondre aux préoccupations concernant les risques d'espionnage et de l'ingérence. Donc ça faisait partie un peu des pistes, c'était de dire ok, on n'interdit pas TikTok, mais par contre vous vendez tout ça à une entité américaine. Ok, c'est comme si on venait chez toi et qu'on te disait tu vends ta maison. On veut bien que tu restes ici, mais tu vends ta maison. Bon, de toute évidence, TikTok n'a pas forcément apprécié cette alternative-là. En Europe aussi, TikTok inquiète. On sait notamment que les fonctionnaires de l'UE n'ont plus le droit d'installer l'application sur leur téléphone. Quant au Sénat français, il a lancé une mission enquête en mars dernier pour faire la lumière sur les accusations visant le service. Donc voilà, l'affaire TikTok versus États-Unis se poursuit avec effectivement cette nouvelle grosse étape qui a été l'annonce du bannissement de TikTok à partir du 1er janvier 2024 dans l'état du Montana. Et donc on verra un petit peu ce que ça va donner, toute cette affaire judiciaire qui pourrait bien faire jurisprudence pour d'autres réseaux sociaux à venir, voilà, et même des réseaux déjà en place. Olivier Kimé, c'était le but de Trump à l'époque. Oracle devait prendre TikTok pour un TikTok US valable only aux US et pas à l'étranger. D'accord, donc en gros, ils n'auraient pas racheté, on va dire, tout. Ils auraient pris... D'ailleurs, je sais pas si je t'ai dit bonjour, Olivier, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais je crois que je t'ai pas salué. Donc, bienvenue à toi. Donc, selon toi, Et ouais, effectivement, ils auraient, disons, toute la partie US aurait été contrôlée par une boîte US, mais après le reste, voilà. Ce qui veut dire que tu aurais pu imaginer aussi qu'une boîte en Europe contrôle, je sais pas moi, OVH rachète par exemple la partie Europe de TikTok, et donc bon, après c'est compliqué à gérer, franchement, et puis je sais pas, mais au niveau des revenus aussi, enfin je sais pas, pour moi c'est quand même un joyeux gloubi-boulga comme on dit. Il y a un truc similaire avec Binance. Ah oui, la crypto, ouais. Et Binance US. D'accord, ok. Je ne savais pas. J'enchaîne rapidement, les amis. J'enchaîne rapidement avec un article du blog du modérateur. On va pas forcément le détailler celui-ci, mais sachez que Google va supprimer les comptes inutilisés sur Gmail, Photo, Drive. Et donc, voilà, petite info. Si vous voulez garder des comptes que vous avez, il va falloir faire preuve d'activité voilà, qui date au moins de 2 ans, parce que sinon vous risquez de vous faire supprimer votre compte. Donc ce qu'ils disent, c'est que dans un blog post publié ce 16 mai, Google a annoncé la suppression des comptes inactifs depuis 24 mois ou plus. Cette initiative, qui se déploiera à partir de décembre 2023, concernera tous les contenus de Google Workspace, dont Gmail, mais également de YouTube, Google Photos. Toutefois, cette règle ne s'applique qu'aux comptes personnels. Ceux associés à des organisations type école ou entreprise ne seront pas affectés. Il en est de même pour les comptes ayant posté une ou plusieurs vidéos sur YouTube, puisque des fois, voilà, il y a des gens qui créent des comptes YouTube et après qui archivent ça, qui les laissent, qui vont pas forcément recréer d'autres vidéos, mais qui les laissent pour avoir une archive de la vidéo. La suppression des comptes sera réalisée progressivement en commençant par ceux qui n'ont jamais été utilisés. Le mois précédent la suppression, Google transmettra plusieurs avertissements, donc voilà, vous serez bien sûr averti si jamais ça vous concerne. Et donc en gros, pour éviter ça, ils disent que l'objectif effectivement c'est de proposer une expérience plus sécurisée, parce que des comptes qui typiquement ne sont pas actifs depuis pas mal de temps n'ont pas par exemple des systèmes de sécurité type double authentification, et donc ça peut être source de problème. Et donc pour garder son compte actif, il y a toute action est plus ou moins considérée comme une action qui réactive et qui relance cette période de 2 ans. Donc la lecture ou l'envoi d'un mail, l'utilisation de Google Drive, le visionnage d'une vidéo YouTube, le téléchargement d'une application sur le Google Play Store, l'utilisation de Google Search, la connexion à un service tiers via un compte Google, ou la souscription à un abonnement réalisé à partir d'un compte Google. Voilà, donc c'est vraiment pour les comptes qui n'existent plus et qui ne sont plus vraiment utilisés depuis pas mal de temps. Après, voilà, si vous avez des comptes auxquels vous tenez, je pense que théoriquement, vous devez y aller assez régulièrement. Voilà pour cette info du blog du modérateur. On enchaîne très rapidement. Évidemment, si vous avez des réactions, je suis désolé, je vais un petit peu vite, mais si vous avez des réactions, allez-y, et puis on prendra le temps de réagir dessus. Si on ne va pas jusqu'au bout des articles, c'est pas grave. On a la matinale de vendredi et je reporterai les articles sans souci. Olivier qui met: j'ai des comptes Google, je ne m'en sers pas de Drive et de Workspace. D'accord. Et tes comptes te servent à quoi alors du coup, si jamais tu ne t'en sers pas?
Moi, je sais que j'en ai plusieurs, mais après, ils ont une utilité particulière parce que je scinde, on va dire, en quelque sorte. Si tu regardes une vidéo YouTube, ils ne détruiront pas ton Gmail associé, quoi, même si tu n'utilises pas Gmail, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est être sûr, avoir une preuve que tu n'es pas, entre guillemets, 100% inactif, que ton compte n'est pas inactif 100%. Pour justifier de devoir le supprimer, puisque c'est soi-disant fait dans une démarche de sécurité, puisque typiquement si tu regardes une vidéo YouTube ou autre, potentiellement ils vont te pousser par exemple la double authentification, ce genre de choses, quoi. Alors on enchaîne du coup avec un article, un article des numériques, qui nous dit que le permis de construire en version numérique sera bientôt sur votre smartphone. Hello Lemani, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Donc on avait déjà vu d'ailleurs sur des matinales précédentes effectivement l'annonce de la carte vitale et la carte d'identité, je ne me souviens plus si on en avait parlé, mais la carte vitale je m'en souviens très bien, et donc prochaine target on va dire c'est le permis de construire, le permis de construire, pardon. Oh là là, là c'est un vieux billet, là je dis permis de construire parce qu'en ce moment je parle construction en perso et donc je dis très souvent permis de construire. Non, non, là c'est le permis de conduire qui va également avoir le droit du coup à son double numérique stocké sur smartphone, donc via une application qui sera une application on va dire officielle, l'app France Identité qui est en cours de développement d'ailleurs. Hein, si voilà, c'est pas encore, je crois que c'est pas encore déployé en prod. Senior Polos, j'ai entendu permis de construire. Non mais pareil, je sais pas pourquoi dans mon esprit permis de construire un vieux billet, mais peut-être que je l'ai vraiment dit. Hein. Peut-être que je l'ai vraiment dit, autant pour moi. Team Frame, après avoir passé son code de la boîte à outils, on obtient son permis de construire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Hello Kila, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. On doit être dans les suggestions Twitch là, parce que c'est quand même très bizarre que d'un seul coup il y ait beaucoup de gens qui débarquent. Je sais pas comment vous nous avez découvert les amis, mais c'est très très cool que ce matin il y ait autant de monde. Donc voilà, le permis, effectivement, permis de construire. Oh non, de conduire. Je vais dire ça, c'est sûr que je vais dire ça toute la matinée, je vais dire construire au lieu de conduire. Le permis de conduire passerait du coup en version numérique. Donc ce que dit l'article. La transition parfois décriée vers le tout numérique est bien lancée. Il sera bientôt possible de présenter ses papiers d'identité directement depuis son smartphone en cas de contrôle, alors que la carte d'identité est en phase bêta et que la carte vitale devrait être intégrée dans nos smartphones d'ici fin 2025. C'est au tour du permis de conduire de bénéficier de son double numérique. S'il n'est pas rare de sortir de chez soi sans portefeuille, le smartphone est devenu indispensable. Dès lors, en plus d'être pratique, le permis de conduire dématérialisé devrait se substituer à sa version papier pour certaines démarches administratives, libérant son titulaire d'avoir à le scanner ou le photographier. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour la grande théorie. En revanche, petit focus sur le fait que le permis traditionnel gardera sa valeur. Sans surprise, ce document numérique sera stocké dans l'onglet portefeuille de l'app France Identité. Donc c'est une application du gouvernement qui est en phase de développement. Donc actuellement en phase de bêta. L'Agence nationale des titres sécurisés, donc l'ANTS, n'a pas encore dévoilé une date de mise en service, mais les premières expérimentations auront lieu dans les Hauts-de-Seine, le Rhône et l'Eure-et-Loire au cours du 3e trimestre 2023. Lors d'un contrôle routier, les forces de l'ordre pourront, à l'aide d'un smartphone Néo, donc Néo qui veut dire nouvel équipement opérationnel, ils pourront donc contrôler l'identité et la validité du droit à conduire de l'automobiliste. Ce permis de conduire ne se substituera pas complètement aux anciens formats. Le permis à 3 volets, donc célèbre papier rose, ou le permis format carte bancaire sera toujours nécessaire pour effectuer certaines démarches, comme louer un véhicule à l'étranger. Donc il faudra évidemment quand même conserver la version physique au cas où. Ça ne pourra pas à 100% se substituer, ça sera vrai notamment pour des contrôles de police ou ce genre de choses. Olivier qui met avoir une copie photo sur son téléphone et toujours, surtout à l'étranger. Ah, tu dois en savoir quelque chose, visiblement ça sent le vécu. Xavier qui met franchement perso moins j'ai de papier mais je me porte. Ouais, puis je pense que ça va tendre de plus en plus vers ça, hein, potentiellement. Ouais. On va tendre de plus en plus là-dessus. En plus, si effectivement c'est assez... si il y a une app officielle et que ça fonctionne bien et que voilà, le test grandeur réelle fonctionne bien,
on peut anticiper effectivement qu'il va y avoir de plus en plus de démarches comme ça et de papiers un peu voilà, qui pourront être en version numérique et de plus avoir à s'embêter à imprimer, etc., etc. Ça peut être vraiment très cool. Ça peut être vraiment très cool et ouais. Mais il y a plein de choses comme ça. Moi, je sais que les coffres numériques, ça, je trouve ça mortel. Genre, c'est La Poste, Digipost, ils ont un coffre numérique et moi, j'ai tout ce qui est bulletin de salaire et autres de stocker dessus. Parce que, ben voilà, quand tu fais ta demande après de retraite et que tu dois chercher tes papiers, bon, ben, si tu as tout de stocké dans un cloud un peu sécurisé, etc., même si je sais que le 100% sécurisé n'existe pas, c'est quand même bien pratique. Kila Fou, première fois dans le chat, bonjour à toi. Je vais dire Kila, au moins ça sera plus court. Est-ce que ce sera dans le cloud? Aucune idée. Aucune idée de comment ça va être stocké. Là, sur les détails techniques, ils sont pas trop exhaustif, mais voilà. Je pense qu'on en saura plus quand quand on aura accès justement à cette application de l'État pour pouvoir, voilà, ça s'appelle France Identité. Quand elle sera sortie, je pense qu'on en saura un petit peu plus sur les détails techniques. Qui dit on fait comment si on n'a plus de batterie? Ah non, mais alors après, c'est dans tous les cas. Alors, déjà, plusieurs choses. Si théoriquement c'est sur un système type cloud, ça veut dire que même si tu n'as plus de batterie, tu peux te connecter sur le téléphone d'un autre ou autre. Enfin, théoriquement, ça devrait fonctionner. Après, bon, vu que c'est des données sensibles, ouais, je sais pas comment ils vont gérer ça. Mais dans tous les cas, ça ne t'empêche pas de garder la version physique en backup. Voilà, tu peux très bien avoir les deux, mais un jour où, je sais pas, voyez-le par exemple comme la carte bancaire. Il y en a qui utilisent la carte bancaire sur le téléphone. C'est un côté pratique tous les jours. Après, rien ne t'empêche de garder ta carte si jamais tu te sens pas voilà, d'avoir que ça. Si jamais tu veux te backuper, il n'y a pas de souci, quoi. Olivier qui met c'est rigolo, mais on va vers des personnes sans papier. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Je suis content de devenir sans papier, dit Xavier. Oui, vécu, quand tu perds tes papiers, au moins tu as une copie, ça ne prouve rien, mais au moins la police a des infos. Oui, c'est vrai, Olivier. Ouais, en effet. L'app smartphone est une copie fidèle et reconnue, elle ne remplace pas la carte physique. Ouais. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent un peu à la fin, c'est qu'il y aura certaines démarches où il faudra quand même avoir la version physique, donc voilà. Voilà pour cette petite info. On enchaîne rapidement avec une nouvelle news du blog du modérateur. Une nouvelle fonctionnalité, on n'a pas besoin forcément de la détailler, mais sachez-le, si vous êtes utilisatrice de WhatsApp, vous pourrez désormais modifier un message et éviter le fameux supprimer pour tous. Donc voilà, l'utilisation de WhatsApp qui était assez limitante là-dessus, c'est-à-dire que quand vous faisiez une erreur ou autre, vous pouviez supprimer le message directement, et donc il y avait un truc marqué message supprimé. C'était un peu moche en termes du X. J'ai jamais trop compris d'ailleurs pourquoi est-ce que il faisait ça, mais effectivement la fonction donc de modifier un message est arrivée. Enfin, arrive en tout cas, je crois que c'est en cours de déploiement. Et permettra, alors je crois qu'il y a un délai, voilà, c'est jusqu'à 15 minutes après son envoi. Les rumeurs étaient donc vraies, le service de messagerie de Meta vient d'officialiser la nouvelle. Désormais, vous pouvez modifier un message sur WhatsApp jusqu'à 15 minutes après son envoi, un timing similaire à celui d'Apple pour ces messages. L'objectif, vous permettre de corriger d'éventuelles fautes d'orthographe ou informations erronées sans devoir renvoyer un nouveau message. Pour modifier un message, la procédure est très simple. Il vous suffit d'appuyer quelques secondes sur le message en question, sélectionner modifier pour corriger. À noter que l'option modifier apparaîtra, oui, alors évidemment ils l'indiqueront, hein, si jamais vous modifiez un message, ce sera marqué en toutes lettres. Et donc l'option est en cours de déploiement dans le monde entier, sera disponible dans les prochaines semaines à venir selon le blog post. J'avais entendu une histoire assez rigolote là-dessus, alors je me souviens plus des détails, mais je crois que c'était un père de famille, et vous savez, c'était un groupe WhatsApp avec les parents d'élèves, et je crois qu'il avait envoyé un truc très très compromettant, mais genre très très vraiment compromettant. Et en fait, dans la précipitation, il a voulu supprimer, plutôt que de supprimer, puisque en fait, il y a supprimer pour vous et supprimer pour tous. Et donc, plutôt que de faire supprimer pour tous, il a fait supprimer pour vous. Ce qui fait que du coup, lui, s'était supprimé de son côté, mais tout le monde voyait le message qu'il avait envoyé. Et il n'avait plus du tout possibilité de faire le supprimer pour tous, vu qu'il l'avait supprimé pour lui. C'était très très drôle. Enfin, c'est pas pour lui, mais je pense que c'était assez rigolo. Et en plus, dans le cadre des parents d'élèves, je pense que c'est un truc
À mon avis, la prochaine fois qu'il allait récupérer son fils ou sa fille, ça devait être très très bizarre l'ambiance. Olivier qui dit en Suisse, j'avais demandé un jour si je n'avais pas mes papiers sur moi, comment ça se passait. La police m'avait dit pas très grave, on a une connexion avec le central qui permet de faire des recherches de suite dans la voiture et prouver que c'est vous. Ah oui, oui, non, bah, c'est sûr qu'ils ont des moyens en backup. Hein. Xavier qui met pour éviter de perdre mon permis, je le laisse dans la voiture. Alors, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que c'est pareil avec la carte grise aussi, il y en a qui font ça. Le problème, c'est que si tu te fais tirer ta voiture, bah, ils ont tous les papiers. Donc c'est un peu chiant. Mais ouais, c'est vrai que. Mais ça, c'est pareil, la carte grise, ça peut être très bien, trop bien de l'avoir en version dématérialisée. Hein. Moi, je serais très content. Hein. Donc bon. Mais de toute façon, ça va venir, hein, je pense. S'ils commencent avec le permis, enfin, on le voit, carte vitale, permis, il y a plein de choses qui vont pouvoir être faites dans la même lancée. Quelle heure il est? 10h07 les amis. On va peut-être se garder cet article pour une prochaine fois. On va terminer avec deux choses un petit peu plus légères. La première, c'est un article de Numérama qui nous dit que le Vatican se lance dans le métaverse et les NFT. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, c'est pas un article qui date, en fait, ça fait quelques temps, hein, ça date du 6 mai 2022, donc ça fait quelques temps. Mais j'ai découvert ça de façon, je sais plus trop comment. J'ai vu passer un livre justement sur le métaverse et j'ai lu un peu genre les premières pages et il y avait marqué effectivement quand on pense que le Vatican machin, je disais là what? J'ai pas vu passer ça et effectivement donc le Vatican qui se lance dans les NFT et le métaverse, donc je lis ça rapidement, n'hésitez pas à réagir bien sûr. L'hostie en NFT, ça ouais, c'est un peu ça. Donc le Saint-Siège a fait une annonce pour le moins surprenante, il se lance dans les NFT et dans le métaverse. Le Vatican n'est pas connu pour être l'une des institutions les plus modernes au monde, pourtant l'État pontifical a fait une annonce assez surprenante le 2 mai 2022. Humanity 2.0, une fondation chapeautée par le Vatican, a passé un accord avec la société Sensorium spécialisée dans la construction de métaverse. Le but, créer une galerie virtuelle où les œuvres du Vatican seront exposées sous la forme de NFT. Donc les NFT, les Non-Fungible Tokens ou jetons non échangeables en français, sont devenus un phénomène mondial en très peu de temps. Ils fonctionnent en tant que certificat d'authenticité inscrit sur une blockchain, ce qui permet d'assurer à n'importe quel fichier qu'ils sont bien uniques. C'est cette particularité qui a permis à la technologie de devenir extrêmement populaire et de créer un véritable marché de l'art virtuel en très peu de temps. Alors, qu'en est-il du coup pour effectivement pour le Vatican? L'ambition du Vatican n'est pas de rentrer dans ce marché de l'art ni de participer aux ventes de NFT. L'État pontifical a pour ambition de créer un musée virtuel qui n'a pas de plan pour l'instant Il n'a pas de plan pour l'instant de créer des tokens du pape ou de la création d'Adam, ni de les mettre en vente. De même, le Saint-Siège n'a pas fait part d'un plan de créer une blockchain ou de participer à l'achat de crypto-monnaies. Le communiqué de presse du Vatican précise que Humanity 2.0 et Sensorium travailleront au développement de la toute première galerie de NFT accessible en VR. Donc eux, ils sont plus intéressés, on va dire, par le côté justement musée virtuel en quelque sorte. Cette galerie accueillera les œuvres d'art possédées par le Vatican ainsi que ses initiatives académiques. De fait, l'idée est plutôt bonne. Le musée du Vatican est l'un des plus riches et des plus visités au monde et abrite des chefs-d'œuvre de certains des plus grands artistes de tous les temps. Bon voilà, il cite Michel-Ange, Salvador Dali, Pablo Picasso, etc. Et donc le musée virtuel du Vatican doit être implanté dans le métaverse de Sensorium, donc qui est la boîte avec qui il bosse, que l'entreprise est en train de construire. Baptisé Galaxy, le métaverse est actuellement en bêta et doit être officiellement lancé plus tard dans l'année. Afin d'assurer une expérience accessible au plus grand nombre, cette plateforme sera accessible à travers les interfaces les plus populaires. Précise également le communiqué de presse. Les utilisateurs pourront utiliser leur casque de VR afin d'être complètement immergés ou de visiter le musée sur PC avec une expérience en réalité augmentée. Alors je sais pas si vous voulez dire réalité augmentée parce qu'avec un PC je vois pas comment tu peux faire de la réalité augmentée. Mais bon bref, ok. Il est également question dans le communiqué de presse d'une application qui pourrait être utilisée pour regarder des streams, construire leur propre PNJ et communiquer avec eux. Ok. Il n'est pas précisé d'ailleurs si les PNJ devront être d'origine biblique ou si un avatar Batman pourrait éventuellement être créé, puisqu'effectivement c'est quand même
un sujet assez particulier. Mais du coup, vous créez votre petit personnage, vous vous baladez, on va dire, dans le Vatican. Est-ce que votre PNJ doit être en rapport, on va dire, avec la Bible ou autre, quoi. Bref, il s'agit d'un programme très chargé et plutôt ambitieux. L'annonce peut paraître surprenante et à raison. Le Vatican n'a jamais montré un intérêt particulièrement fort envers les nouvelles technologies, ni même envers les crypto-monnaies et la blockchain. Il est donc particulièrement intéressant de voir que l'une des institutions les plus conservatrices du monde montre un intérêt pour les NFT. Voilà un peu pour ce qui est indiqué dans cet article. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Alors, PNJ égale personnage non joueur, effectivement. Xavier qui met, il y a déjà un gros truc NFT avec le British Museum de mémoire. Alors attends, je regarde ça. British Museum NFT. Je cherche. Hein. Ah oui, mais eux, c'est vraiment NFT, c'est pas un musée virtuel, etc., comme veut le faire le Vatican, c'est ça ? Ouais, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils font surtout du NFT. Je crois, mais ça date dans ma tête. Ok. Mais en tout cas, merci pour la petit partage d'infos. Voilà, donc voilà un petit peu pour cette actu un petit peu plus légère. Je me dis que c'était rigolo de terminer là-dessus. Avant de se quitter, les amis, je vais vous partager, on va faire une petite démo Figma. Et puis on conclura là-dessus. Donc j'ai vu passer effectivement un post sur les réseaux d'une évolution d'un plugin assez connu, donc le plugin Lottie. Alors Lottie à la base c'est plus une, je dirais, je sais pas si on peut dire que c'est un SaaS ou autre. Enfin en gros c'est un outil qui vous permet de faire basculer en fait vos animations depuis le logiciel After Effects, donc logiciel de motion design, directement en fait en web. Et donc vous pouvez exporter. Oh, attendez, j'entends du bruit là. Je sais pas ce que c'est. Je pense que 2 secondes. J'ai un petit souci tech. Et donc voilà, l'outil ça vous permet de faire passer effectivement toute votre comment dirais-je, toute votre hop, voilà, problème réglé. Ça vous permet de faire passer toute votre animation que vous avez fait directement, enfin vos motion designers en fait vont faire toute une anime et de la récupérer telle quelle en fait en web quoi. Donc en fait vous allez faire par exemple si on voit cette animation de chat, vous allez récupérer le SVG du chat et ensuite vous allez avoir tout un fichier JSON dans lequel vous allez avoir, il faut que je coupe la musique. Dans lequel vous allez avoir les informations d'animation en fait de votre SVG pour pouvoir le reproduire tel que dans votre navigateur. C'est un peu l'idée. J'ai pas la définition exacte du SaaS, mais c'est géré en JSON l'outil. Ouais non mais je voulais dire, enfin bon, c'était plus SaaS dans le sens où en fait on utilise en fait un je savais pas comment qualifier ça. Est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est une boîte SaaS, etc. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà le principe. C'est que vous avez votre SVG, votre JSON, et du coup, le navigateur, grâce à l'outil, qui est une librairie que vous allez intégrer, est capable en fait de gérer toute l'animation, on va dire, de votre SVG. Donc retrouver à 100% votre animation qui est faite sur After Effects directement dans votre navigateur. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, ils ont sorti un plugin, le plugin Lottifile, et récemment, ils ont apporter une nouveauté à ce plugin là qui va vous permettre en fait d'intégrer également toute la partie alors attendez, il faut que je ressorte tout mon truc. Voilà, j'ai fait quelques tests hier, je vais vous montrer ça. Donc le plugin est accessible, je vous partage l'écran ici quand vous êtes dans vos plugins Figma. Donc vous avez ce plugin Lottifile et donc il y a un nouvel onglet qui s'appelle Export to Lottie. Et donc ce que ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre d'exporter les animations que vous avez fait sur Figma, typiquement avec la partie prototype. Vous pouvez faire tout un tas d'animations, et ça fait partie des choses assez classiques de Figma. Et donc vous pouvez exporter ces animes directement en Lottie. Donc jusqu'à présent, c'était des animations faites sur After Effects qu'on pouvait exporter
pour pouvoir les utiliser dans le navigateur. Maintenant, ça va prendre en compte en fait toutes les animations que vous faites sur Figma, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui animent sur Figma. C'est des choses beaucoup plus simples que sur du After Effects, bien sûr, mais c'est tout à fait possible d'animer via les prototypes. Et donc, hello Mokuji, comment ça va? C'est tout à fait possible, en fait, d'animer via Figma, via la partie prototype, d'animer un petit peu ces maquettes. Donc, ces animations-là, vous allez pouvoir les exporter et les utiliser sur l'outil, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est concrètement, c'est la fonctionnalité qui a été apportée. Mais en plus de ça, ça va vous permettre aussi d'animer de façon un petit peu plus facile si vous n'avez pas trop de compétences en la matière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir directement animer en fait et faire des transitions entre différents états. Donc je vous ai pris cet exemple-ci, par exemple. Imaginons que ça, c'est mon état initial. Donc évidemment, là, j'ai mis 4 rectangles. En théorie, c'est pas ça. En théorie, vous avez des interfaces web, vous avez d'autres trucs. Mais bon, c'est pour l'exemple. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit plusieurs états. Donc d'abord, j'ai mis ces 4 petits rectangles-là. J'ai dupliqué en fait ma frame pour en faire une deuxième dans laquelle j'ai bougé, j'ai changé la rotation, j'ai changé la position de mes rectangles, etc. etc. Et ensuite j'en ai fait une troisième où là j'ai carrément changé le scale, donc j'ai agrandi ou rétréci certains rectangles, et puis ensuite je suis revenu sur ma position initiale. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'avec cette nouvelle fonctionnalité Export to l'outil, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la partie prototype, vous pouvez sélectionner en fait vos différents états et ensuite vous faites export to l'outil et lui en fait va s'assurer de faire la transition. Je ne sais pas si vous voyez, il fait la transition entre chacun et c'est un peu comme vous savez les dessins animés où on fait du frame par frame. Vous allez faire vos différents états et lui va se charger de faire l'animation entre chaque. Donc sachez que c'est quand même déjà possible de le faire via le Smart Animate dans la partie prototypage de Figma, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les prototypages, voilà, vous pouvez en passer par ça et donc prendre plusieurs frames et puis animer comme ça et lui se charge de faire les transitions entre les deux. Et ensuite, une fois que c'est fait, hop, vous pouvez le save dans votre workspace Lottie. Donc, vous créez un compte Lottie, vous pouvez sauvegarder votre animation et directement l'exploiter comme vous pouvez le faire jusqu'à présent classiquement sur Lottie. Donc ça, c'est la première chose qui est plutôt cool. Ensuite, autre chose pas mal, c'est que si vous voulez pas vous embêter à faire plusieurs étapes et que vous voulez une animation beaucoup plus simple, vous pouvez aussi exploiter la nouvelle fonctionnalité Export to Figma pour gérer la partie animation. Donc ici, si je prends, mettons, je n'ai plus, pardon, j'ai tapé dans mon micro, je suis désolé, je n'ai plus ces différentes étapes, on va dire, et ces différents états, ces différents rectangles, j'ai qu'une seule frame, mais j'aimerais bien l'animer, par exemple faire une animation d'apparition. C'est tout à fait possible. Donc quand vous prenez une seule frame, vous faites toujours Export to l'outil, et là, il va vous proposer, parce qu'il détecte qu'il n'y a qu'une frame, plusieurs animations par défaut, vous voyez. Donc je peux avoir plusieurs animations, soit des highlights, soit de type move in. Donc move in, ça va plus être de l'apparition, ou move out, de la disparition. Voilà. Je peux gérer aussi la vitesse, 2 fois plus vite, 2 fois moins vite, etc., etc. Et donc je peux animer en fait une frame qui est purement statique directement avec le plugin. Et toujours pareil, après je le save dans mon workspace Lottie et donc je peux exploiter directement derrière mon fichier Lottie comme un fichier Lottie classique. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Cette notion de transition, on va dire entre chaque step, cette notion d'animation aussi si jamais on n'a pas envie de s'embêter à faire plusieurs trucs. Et donc la dernière chose, c'est le cas effectivement où pour le coup, vous êtes assez à l'aise avec la partie prototypage et donc vous faites vos animations en prototypage, eh bien sachez que une fois que vous avez créé votre prototype, il pourra directement en fait via le plugin, vous pourrez directement le sélectionner dans l'onglet Export to l'outil, sélectionner votre flow, voilà par exemple le flow 1, le flow 2, hop, et ensuite le rendre directement disponible dans votre workspace Lottie et donc l'exploiter après sur vos sites, quoi, sans problème. Hello, I am Rasta. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Olivier Kimi, c'est comme le plugin Move pour OBS. Ouais, un peu, ouais, ça y fait penser, mais bon, là, c'est vraiment appliqué du coup au web, quoi. Donc voilà. Donc petite nouveauté bien sympathique en tout cas. Lottie, c'est déjà cool. Bon, même si pour moi, la vraie puissance de Lottie, c'est surtout, et c'est
c'est un peu la raison d'être de Plugin Lottie. D'avoir la possibilité en fait de passer directement d'une anime After Effects, parce qu'en général les animes sur After Effects sont quand même beaucoup plus poussés, et donc voilà, de pouvoir le passer depuis After Effects directement en web, c'est là qu'est vraiment la puissance du truc. Donc voilà un petit peu, mais en tout cas c'est bien, ça permet de simplifier pas mal de choses.